Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes sur la télé totalement vôtre et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à la politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme au Mali. Et ce soir, je reçois deux invités. Il s'agit notamment de M. Djoubeirou Oumar Diallo et de M. Daniel Terra pour vous entretenir, nous entretenir sur ce sujet. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Merci. Merci. Alors, Monsieur Terra, nous allons commencer par vous. On parle de politique nationale de prévention, de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel contexte cette politique a été élaborée? Merci beaucoup, madame. Et merci à tous vos téléspectateurs qui nous écoutent. La politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme est intervenue chez nous ici à cause de la crise multidimensionnelle de 2012. Bien sûr qu'il y avait des facteurs plus profonds, mais les facteurs immédiats qui ont déclenché vraiment tout ce système, c'est la crise multidimensionnelle de 2012. Lorsque le Mali a été, dans sa partie nord, attaqué par des groupes terroristes et avec les séparatistes, donc une alliance de circonstances, et que le nord a été occupé pendant un certain temps. Lorsque tout cela est intervenu et que les Nations Unies et les autres structures internationales sont intervenues pour nous venir à notre secours, oui. Donc il fallait, par rapport au programme des Nations Unies, de faire cette politique, parce que depuis les événements intervenus en 2001 avec le World Trade Center aux États-Unis, oui. Alors les Nations Unies ont mis en place un système de politique de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme pratiquement dans tous les pays. Alors, dans notre pays était concerné avec ces phénomènes et à cause de cela, déjà en 2016, nous avons commencé à mettre en place toutes les structures pour mettre en place cette politique. Et c'est en 2018, normalement, oui. Avec le décret 197 du 26 février, que la politique a été approuvée. D'accord. Et cette politique, le contexte dans lequel c'est intervenu, faisait en sorte que c'est une politique vraiment multisectorielle. Voilà. 16 départements ministériels plus la primature, et y compris les organisations de la société civile, et y compris aussi les religieux, donc c'est tout le monde qui est impliqué dans la mise en œuvre de cette politique. D'accord. Et je rappelle que vous êtes tous deux du ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Avec la crise que vous abordiez tout à l'heure, le terrorisme, le radicalisme et l'extrémisme violent, ce sont des notions qu'on entend presque dans toutes les bouches. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce qu'il y a une définition conceptuelle de ces notions-là? Terrorisme, radicalisation et extrémisme violent. Comment est-ce qu'on peut les définir? Vous savez, les définitions standards n'existent presque pas. Nous sommes dans des concepts, oui. et puis c'est des faits nouveaux, des phénomènes nouveaux. Oui. Bon, en parlant d'abord du radicalisme, dans son sens terre-à-terre, se radicaliser, c'est peut-être un peu se prendre des positions un peu trop fermes. D'accord. Qui vont à l'écart du naturel. Donc tu te mets un peu à côté. Un enfant dans sa famille peut se radicaliser et ne pas être trop avec les autres en fonction de ses conceptions, de ses sentiments. Oui. Et le terrorisme, c'est vraiment, depuis la nuit des temps, c'est s'aimer la terreur, quoi. Oui. Pour ceux qui connaissent l'histoire du christianisme, quand on vous parlait des zélotes, c'est depuis ce temps-là, nous étions au 1er siècle, hein, c'est depuis ce temps-là, on a parlé de terrorisme, c'est vraiment semer la terreur pour faire paniquer les gens et amener les gens à penser autrement. Oui. Donc, ça, c'est le terrorisme. Maintenant, l'extrémisme violent,
Quand on se radicalise et qu'on passe à l'acte, c'est le passage à l'acte, hein, on devient non seulement radicalisé, mais on devient violent parce qu'on met en pratique les notions que vous avez en tête. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Monsieur Diallo, selon vous, quelles sont les causes du terrorisme, de l'extrémisme violent et du radicalisme, surtout au Mali? Quelles peuvent être les causes? Merci bien, Marietou. C'est bien Marietou, non? Oui, c'est cela. Et permettez-moi d'abord, à l'entame de mes propos, de me présenter. Moi, c'est Zoubeirou Omarou Diallo. Je suis le secrétaire permanent de la politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Votre question, elle est très pertinente, elle est venue à point. Mais avant d'y arriver à la question, permettez-moi de revenir un peu pour compléter, parce que nous sommes tous les experts au niveau de ce secrétariat permanent sur les trois phénomènes. Parce que quand vous parlez de radicalisation, d'extrémisme violent et de terrorisme, c'est un processus. Comme il l'a dit, c'est des concepts donc, dont les définitions varient d'un contexte à l'autre. Par exemple, la définition donnée par les Nations Unies du mot terrorisme, quand vous la prenez, c'est une définition très large. Et l'objectif, c'est quoi? C'est fait exprès, pour que chaque pays puisse à son niveau donner la définition qui convient à son contexte. Parce que vous voyez, l'extrémisme violent, le terrorisme ont beaucoup de connotations. Il y a le terrorisme à but politique, dont la base c'est des revendications politiques. Quand vous prenez les chantiers lumineux en Chili, c'était exactement, et vers la Bolivie, c'était la même chose. Mais quand vous prenez notre contexte, par exemple, vous avez une forme de terrorisme religieux, n'est-ce pas? Donc, chaque pays donne les définitions. Maintenant, nous, on a donné une définition proprement dite du mot terrorisme dans notre contexte. Et cette définition, c'est en fonction de, comment on appelle, des actes qui sont posés. Et c'est la définition qui est donnée par notre politique nationale et qui est donnée aussi par la loi, qui dit qu'au regard de notre législation en vigueur, le terrorisme se définit comme étant tout acte de violence. Ces actes de violence peuvent aller des attentats, de la destruction des biens, ou bien l'atteinte à la vie des gens, qui est commis, ou bien le détournement ou le sabotage d'engins commis par un individu ou une organisation. Donc, vous voyez, un individu, le concept de loup solitaire. Un individu qui a des objectifs et qui se fâche, ou bien qui se dit, ou bien par une organisation. Et donc, c'est ça. Alors que la radicalisation, c'est le processus de le départ, où l'individu se met à l'écart, commence à prendre certaines positions par rapport à ce que nous connaissons comme méthode de règlement du conflit. Et l'individu commence, et c'est à ce stade où la prévention précoce est importante. Par exemple, quand vous voyez un élément de votre famille qui commence à prendre des positions qui n'est pas des positions normales et qui commence à adopter certaines attitudes, il faut s'inquiéter. Et alors, on arrive au stade, comme il l'a dit, de l'extrémisme. Parce que être radical, c'est du mot. Vous voyez, il peut avoir une radicalisation positive. Par exemple, vous voulez faire un changement dans la structuration de l'organisation d'un pays. Vous voulez amener des changements positifs qui vont dans l'intérêt du pays. Ça, c'est une radicalisation. Mais lorsque la radicalisation va, le processus, l'individu va à l'encontre des processus normaux, de mode de fonctionnement de sa société, l'individu se met à l'écart sans presque une forme de marginalisation. Là, il faut s'inquiéter parce que maintenant, lorsque cet individu arrive à un stade où il essaie d'imposer aux autres, donc il devient extrême. Quand vous prenez cette table, par exemple, le milieu, c'est pourquoi Dieu, dans le Coran, il dit aux musulmans, vous êtes la communauté du juste milieu. Parce que vous ordonnez les convenables, vous interdisez le blâmable. Quand vous êtes au milieu de votre lit, je prends physiquement, vous êtes en sécurité. Mais lorsque vous roulez, arrivez au bout, c'est l'extrême, non? Vous risquez de verser, de tomber. C'est sûr. Alors, maintenant, pour arriver, c'est juste pour le terrorisme, c'est lorsque vous arrivez à ce stade-là où vous passez à l'acte, où vous allez faire des trucs de grande envergure. Et l'objectif du terrorisme, il faut le comprendre, c'est la terreur, comme il l'a dit. Et le but de la terreur, c'est d'annuler votre volonté. Et par exemple, il s'attaque à vos leaders religieux, il s'attaque aux structures de l'État, aux forces de défense et de sécurité, que nous pensons être ceux qui nous protègent. Parce que dans nos communautés, les leaders religieux, les leaders communautaires sont nos protecteurs. On a confiance. Mais quand on les démystifie,
La population est paniquée, elle est terrorisée. Oui. Et ils atteignent leur objectif parce que le but de la terreur, c'est d'annuler votre volonté et de vous empêcher d'agir. Chaque fois que vous voulez agir, vous dites attention, ceux-ci-là, ils sont tout près. Oui. Et donc, votre volonté est annulée. Et donc, vous ne pouvez plus agir. Maintenant, les causes de ces phénomènes, nous, on connaît plutôt l'une des principales causes chez nous, ce qui est mis en avant par ceux qui nous ont attaqués à partir de 2012, c'est la forme de terrorisme religieux. Mais il faut reconnaître que dans l'échelle, à travers les études que nous avons faites, dans l'échelle, le facteur religieux vient jusqu'à une 7e ou bien plus de la 7e position aujourd'hui. Oui. Parce que pour pouvoir avoir un terrain il faut avoir un terrain favorable. Et donc ce terrain favorable, c'est quoi? C'est la marginalisation d'un côté. C'est aussi ce qu'on appelle la mauvaise gouvernance, parce que c'est à partir de cette mauvaise gouvernance, soit de la justice, de l'administration et de tous les secteurs, que les gens vont surfer pour dire attention, vous voyez ce qui se passe, et donc nous, on apporte la solution. Alors qu'en fait, ce n'est pas la solution. Donc il y a le chômage, il y a aussi ce qu'on appelle la déviation intellectuelle. Parce que ça, c'est très important. Le tenant du terrorisme, de ce phénomène de terrorisme religieux, qui prétendent agir au nom du djihad, alors nous ne préférons pas appeler djihad parce que le djihad, c'est une noble finalité. Ceux-ci-là, ils sont dans un processus de déviation intellectuelle. Parce que vous ne trouverez dans aucun texte sacré qu'on dit de tuer ou bien... Et donc, ça, c'est aussi dit à quoi? Le fait qu'ils ne maîtrisent pas les fondements, les bases juridiques, c'est-à-dire l'exégèse des textes sacrés qu'ils invoquent eux-mêmes. Ils prennent des versets du Coran, on les enlève dans leur contexte et on les utilise. Et vous savez que toute chose ou toute assertion sortie de son contexte peut être dangereuse. Ils ne sont ni imprégnés de ce qu'on appelle les causes, les circonstances de la révélation de ces versets. Donc en les enlevant dans leur contexte, on essaie d'embrigader ceux-là qui n'ont pas cette capacité intellectuelle de faire la différence en disant à la jeunesse, bon voilà, les versets, bon, on vous minimise. D'abord, vous, les tenants de ce qu'on appelle les sortants des écoles coraniques ou autres, on ne vous donne pas la possibilité d'atteindre telle ou telle chose. Ensuite, il y a toute la gouvernance des ressources naturelles et beaucoup d'autres choses. Donc, en premier lieu, nous avons la paupérisation de nos populations. Il y a aussi le facteur de formation intellectuelle, nous avons la mauvaise gouvernance, nous avons aussi les facteurs climatiques qui font qu'il y a les fragilités. Au rang de ces fragilités, il y a les fragilités au niveau social, les fragilités au niveau économique et d'autres qui font que ces gens ont un terreau fertile pour pouvoir véhiculer leur idéologie face à une population, d'où certains jeunes dans nos communautés qui peuvent faire une année sans voir 50 000 francs de leur vie. Et on leur propose beaucoup de... Alors, si on veut, c'est l'ensemble de ces facteurs-là, parmi lesquels les facteurs religieux occupent une place marginale, mais comme c'est le facteur religieux qui marche et qui peut attirer facilement les gens, on se sert de ces facteurs religieux. Donc, tout l'intérêt, c'est la déconstruction de ces facteurs. Donc, c'est un ensemble de facteurs conjugués qui font qu'il y a un terreau facile et fertile. Est-ce que vous pensez que ce sont ces mêmes facteurs-là qui sont la cause du terrorisme et de l'extrémisme violent également dans d'autres pays? Pour prendre par exemple le Burkina ou le Niger, ou dans l'espace AES par exemple. Non, en fait, ce sont les mêmes facteurs? Nous sommes une même identité culturelle. Quand vous prenez les États du Sahel central, particulièrement le Mali, le Burkina, le Niger, nous sommes les mêmes communautés, nous sommes les mêmes sociétés. Il n'y a que ces frontières artificielles qu'on a mis entre nous qui constituent des barrières. En réalité, quand vous prenez les frontières dans ces conceptions, ces acceptions occidentales, c'est vraiment pas des réalités africaines. En Afrique, on ne connaît pas des frontières, c'est des communautés. Donc la réalité de ce que nous vivons au Mali, c'est la même réalité, les mêmes contraintes, les mêmes difficultés, tant sur le plan socio-économique que sur la vulnérabilité d'ordre climatique. C'est tout ce que sur ce qu'on appelle l'extrême jeunesse de nos populations. Nous vivons les mêmes réalités. Maintenant, il faut distinguer peut-être d'entre les facteurs déclencheurs, ceux qui rendent, par exemple, qui permettent à ce que les facteurs déclencheurs, les vulnérabilités qui font que vous et moi, nous sommes dans une même situation et moi, je suis plus enclin à être engagé que vous. Ça dépend des vulnérabilités
auxquels chaque individu est exposé. Sinon, les facteurs sont les mêmes, les facteurs déclencheurs, les causes profondes sont pratiquement les mêmes dans toutes nos sociétés. Maintenant, ça dépend des mécanismes que les sociétés mettent en place, des mesures de sûreté et de sécurité que chaque société met en place pour pouvoir absorber le coup quand cette société fait face à. Et c'est à cela que j'incite les pays qui sont aujourd'hui frontières à nos États, qui n'ont pas encore été fortement impactés, d'aller dans la mise en œuvre de solutions qui sont des solutions d'ordre de précaution et d'ordre de, comment dirais-je, de prévention précoce, parce qu'aucune société n'est à l'abri de ce phénomène. Et quand vous voyez les premiers signes chez vous, ça veut dire que la société est déjà gangrénée, parce que c'est un facteur qui ressemble presque à un cancer. Donc on a les mêmes réalités. Merci beaucoup, Monsieur Diallo. Monsieur Théran, en parlant de solutions, ces groupes armés-là, ces personnes, est-ce que vous pensez qu'on peut les désengager? Est-ce qu'il est possible de les désengager? Ce sont des personnes, des hommes. On peut le faire. Comment? On peut le faire de plusieurs manières. Moi, je dis la première manière, c'est d'abord que nous considérons ces gens comme des Maliens, comme nous. Donc, nous devons certainement les gérer, mais avec amour. Parce que quand vous opposez l'amour à la violence, c'est un moyen aussi de combattre des gens violents. Et surtout que lorsque nous créons, en tout cas, la confiance, parce que les quelques personnes qu'on puisse rattraper, la manière de les gérer, la manière de les sensibiliser, la manière de travailler avec eux, peut les amener à revenir dans la bonne direction. On a vu des cas. Mais il y a des cas où c'est extrêmement difficile parce que leur idéologie est tellement marquée en eux que, bon, dans certains cas, il devient très difficile de les changer. Mais je dis encore, c'est des personnes. L'homme, c'est l'homme. Hein. Donc, aucun homme ne peut rester indifférent face à la situation qui peut l'amener à changer. Quand il est devant cette situation, il peut changer. Et encore, il y a un autre phénomène, parce qu'au fait, le terrorisme, ça va avec les narcotrafiquants, avec les tirs de stupéfiants et tout ce qui s'ensuit. Et lorsqu'on est plus soi-même, lorsqu'on est habitué à prendre ces stupéfiants pour sortir de son état, alors des gens comme ça ne sont pas faciles à gérer, d'une manière générale. Mais ce que j'allais ajouter à ce qu'il a dit, le facteur qui a déclenché le problème chez nous, c'est l'imbroglio juridico, en tout cas sécuritaire, en 2012. Voyez-vous, en Libye, ça n'allait pas. Il y avait la guerre là-bas. Ils sont déversés sur nos pays. Et ils ont commencé par nous. Nous sommes les plus proches vers la Libye. Et le Niger aussi est aussi proche par là-bas. Mais nous, on a eu deux phénomènes ensemble. Les séparatistes nous ont attaqués. Ensuite, ils ont fait la coalition avec ces narcotrafiquants et ces terroristes. C'est ce que je disais. En tout cas, ils sont coalisés par circonstance. Parce qu'à la fin, ils se sont mis dos à dos. À Gao et à Menaka, on a vu. Mais c'est ce phénomène qui est le phénomène particulier, parce qu'au Niger comme au Burkina, alors le phénomène est venu un peu plus tardivement, et ça a commencé par nous d'abord. Mais dites-vous que le Sahel, c'est le Sahel. Quand vous prenez l'Empire du Mali, nous étions tous dans ça. Et nous sommes les mêmes populations, nous sommes les mêmes peuples, nous avons les mêmes réalités. Ce qui est les réalités du Mali, les réalités du Niger, les réalités du Burkina, c'est presque la même chose. C'est ce que je voulais ajouter. D'accord. Monsieur Diallo, donner de l'amour à ceux qui nous agressent. Vous pensez que ça marche pour les changer, pour les désengager? Ah oui, bon, moi je pense que il est bon de donner de l'amour à ceux qui nous agressent. Pour autant, il faut savoir s'ils en ont besoin et quel type d'amour. Moi je pense plus précisément, franchement, pour le désengagement. Je crois que pour un véritable processus de désengagement, il faut comprendre d'abord le processus d'engagement. Pourquoi les individus se sont engagés? Alors donc, il faut comprendre les causes profondes et les facteurs déclencheurs. Comme je l'ai dit, nous sommes dans une même situation de vulnérabilité. Vous vous engagez, moi je ne m'engage pas. Et donc, pour pouvoir avoir
une véritable stratégie de désengagement, il faut d'abord comprendre ces facteurs qui incitent les gens à s'engager. Nous avons dit qu'il y a les causes profondes que je vous ai déjà citées, la pauvreté, le manque d'éducation et autres. Et donc, il faut partir à partir de cela pour élaborer une véritable stratégie de désengagement. Et proposer déjà une stratégie élaborée par l'État, articulée, et proposer à ces gens-là l'option de se désengager, basée sur une stratégie de DDR, de réinsertion et de réhabilitation. Cela nous permettra de comprendre les motivations. Par exemple, nous avons des gens qui se sont engagés pour des facteurs économiques. Alors, il faut mettre en place des véritables politiques qui vont de ce qu'on appelle l'initiation de ce qu'on appelle des projets à caractère économique à l'attention. Aujourd'hui, nous savons que ceux qui sont le plus dans ces phénomènes, ce sont les jeunes de notre société. Oui. Par exemple, mettre une politique qui va s'accentuer sur comment mettre en place des activités génératrices de revenus au profit de ces jeunes-là. Comment développer au niveau de nos écoles des méthodes d'enseignement qui prennent en compte dans le curricula le phénomène de l'extrémisme violent et le terrorisme. Par exemple, aujourd'hui, on est en train de faire l'éducation aux valeurs. Ce processus-là permet à notre société de pouvoir offrir un cadre à ces gens-là. Et déjà amorcer, voir, pour que ceux qui se sont désengagés déjà, ou bien, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent se désengager, mais ils se demandent comment. Parce que le cadre n'est pas là. Et si l'État aujourd'hui met en place cette stratégie et demande, je sais que nos plus hautes autorités ont fait beaucoup de choses, mais il s'agit de mettre à l'instar du Niger une stratégie de désengagement qui permet à ces gens-là, les jeunes qui veulent se dégager, parce qu'aujourd'hui l'armée est en train de mener une opération extraordinaire sur le terrain. Les gens sont acculés dans leur dernier retranchissement, mais ils savent à qui se confier. Donc, le rôle des leaders religieux, il faut l'accentuer, des leaders communautaires, et proposer à ces gens-là de venir, et que ceux qui viennent, qu'ils voient déjà que ceux qui se sont désengagés, qui sont sur cette... Et on leur a proposé quelque chose, ils sont en train de faire quelque chose, ça va inciter les autres à venir. Mais si déjà on n'a pas mis ces mécanismes en place, et on n'a pas incité, c'est difficile. Et donc je pense, cela combiné à ce qu'il a dit, c'est de leur dire, la nation, elle est bienveillante. Vous êtes les fils de cette nation. Vous êtes aujourd'hui peut-être en déshérence par rapport à la nation. Vous avez tourné le dos. Mais la nation a toujours besoin de vous. Déposez ses armes. Parce que le chemin sur lequel vous êtes, c'est un chemin sans issue. Et au contraire, c'est vos frères et vos sœurs, vos pères et vos mères qui sont aujourd'hui dans une situation de précarité, de vulnérabilité extraordinaire des faits de vos actions. Regardez aujourd'hui ce qui se passe dans nos communautés. Les gens n'arrivent même pas à cultiver très bien. Même si vous cultivez, vous récoltez, vous n'arrivez pas à manger bien. Qui sont ces populations qui souffrent? Ce sont les pères, les frères et les membres de cette communauté qui souffrent. En plus, sur le plan purement religieux, qu'ils revendiquent, leur action, au lieu de porter, d'élever l'islam, de permettre l'expansion de la religion dont ils se prévalent, aujourd'hui, ça fait que les gens sont de plus en plus réticents contre la religion. Les gens se mettent même... Aujourd'hui, nous avons vu que, très récemment, il y a des gens qui ont eu le courage, subhanallah, d'insulter même Dieu, de déchirer les livres. Mais parce que ces gens-là sont offusqués par ceux qui prétendent être le tenant. Et donc, ça n'a pas avancé la religion. Au contraire, ça fait reculer le facteur religieux dans la conscience collective. Ce qui fait que les jeunes se tournent vers d'autres créneaux qui sont sans issue et qui sont contre la religion. Aujourd'hui, nous avons besoin que ces jeunes-là, on leur parle. Qu'on parle à ceux qui sont les tenants devant eux, les Amadou Koupa, qu'ils sachent que le Mali est la seule patrie qui leur appartient. Aujourd'hui, ils sont en divagation complètement. C'est comme un animal qui est dans la nature, ils ne savent pas où, parce que personne ne peut les accueillir que leur propre nation. Et donc, qu'ils fassent acte de repentance, qu'ils reviennent. Ceux qui ont commis des rétrocités, acceptez de répondre, parce qu'il y a des milliers d'individus qui sont morts dans ce pays. De répondre. Et peut-être un jour, la nation peut alléger leur souffrance. Par contre, ceux qui n'ont pas commis d'actes graves, on peut les pardonner, qu'ils reprennent leur place dans le processus social de production et qu'on leur offre cela. Ça, c'est possible, mais il faut se repentir et sincèrement. Je pense qu'entre le fils d'une nation, il n'y a pas à faire des accords.
C'est pas possible. Nous sommes les fils d'une même nation, on n'a pas d'accord. Vous avez pris les armes contre l'État, reconnaissez que vous êtes dans l'égarement. Parce qu'aucune idéologie ne soutient ce que vous faites. C'est de la déviance intellectuelle. Reconnaître ce tort, c'est une force de caractère. Et revenir qu'on vous pardonne, parce que cette nation est une nation multiséculaire, qui a des ressources, qui a des valeurs d'humanité extraordinaires. Donc nous pouvons pardonner à n'importe qui. Mais il faut se repentir et d'un repentir sincère. Le repentir sincère, ce n'est pas de signer des accords avec ton État. C'est de venir déposer les armes, dire j'étais dans l'erreur. Je demande le pardon à la nation. Et la nation peut vous pardonner en mettant des véritables stratégies pour résorber vos problèmes. C'est effectivement ça. Je crois que l'amour que nous pouvons donner, c'est cet amour pour le repentir sincère et la récupération. Et demander aux communautés, voilà vos enfants, ils ont accepté, ils ont reconnu leur tort, accepté de les pardonner et mettre aussi au profit de ces communautés qui ont été victimes de mesures de compensation. Parce que quand on pardonne à ces gens-là, on les remet dans l'aisance et les populations victimes ne sont pas prises en compte. Ces populations-là vont aussi dire, voilà ceux qui ont pris les armes contre nous, on leur fait de la rémission, on les met dans les conditions et nous qui avons été traumatisés, nous avons subi rien. Et donc ce processus-là consiste à prendre non seulement en compte ceux qui sont les auteurs, mais aussi les victimes. Et la prise en charge de ces victimes, c'est ce qui permet d'apaiser les fronts sociaux et ceux qui ont commis les plus graves crimes, que justice soit faite pour éviter la répétition du même acte dû à l'impunité. Mais et espérez surtout que les victimes pardonnent. Hein? Ils pardonnent. Moi, je vous ai dit que nous sommes une société de pardon, d'humilité, de conciliation. Le Malien, c'est quelqu'un qui réagit très difficilement face à les... Mais quand il réagit, c'est avec force. Et nous sommes capables de pardon. Nous savons pardonner, mais à ceux qui sont sincères. Je vous assure que contre l'État, vous pouvez faire... Parce qu'aujourd'hui, nous sommes comme dans une tentative d'intimidation, et comme on appelle, de l'État, de chantage de l'État pour dire je prends les armes, après l'État va nous donner ceci. Non, ça ne marche pas avec un État. Un État peut faillir un moment, mais l'État aura toujours la force et la puissance de réagir. Et je vous assure, dans ce combat, nous allons gagner parce que nous sommes une nation forte et un État puissant. Une nation forte et un État puissant. Monsieur Terra, dites-nous, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale, qu'est-ce qui a été mis en avant? Quels sont les principes directeurs que vous avez mis en avant pour élaborer cette politique nationale? La politique nationale, il faut dire qu'elle repose sur 5 piliers. D'accord. Ce sont les 4 piliers des Nations Unies, plus le 5e pilier qui est le nôtre. Le premier pilier, c'est la prévention. Le second pilier, c'est la protection. Et le 3e pilier, c'est la réponse. D'accord. Et il y a aussi le 5e pilier qui est la cohésion sociale. La cohésion sociale, ça c'est un pilier propre au Mali. Parce que les 4 premiers sont en tout cas sont tirés de la stratégie des Nations Unies. Comme j'ai dit depuis les événements survenus aux États-Unis en 2001, et que les Nations Unies ont pris la résolution de mettre en place cette procédure-là pour combattre le terrorisme et faire la politique nationale. Donc, ils ont prévu les 4 piliers. Pilier prévention, pilier protection, pilier réponse, et le pilier judiciaire, tu peux me rappeler encore, la poursuite. Ça, c'est la poursuite. Ensuite, le 5e pilier qui est, pour nous, la cohésion sociale. Parce que chez nous, les facteurs qui ont déclenché et qui ont mis en mal la cohésion sociale, on voulait trouver un moyen très rapidement pour essayer de recoller ce qui est déjà gâté sur ce plan. Dans la cohésion sociale, pour nous, le Mali, c'est très important. À partir du moment où, en soi, le Mali était un État social, selon les principes constitutionnels, et il était très important que nous travaillions là-dessus. Et c'est pourquoi le ministère de la Réconciliation a été créé. Actuellement, ils prennent en compte le volet cohésion sociale. Et c'est l'un des objectifs. Est-ce que c'est l'un des objectifs de la mise en œuvre de... Tout à fait, parce que travailler pour
prévenir, combattre le terrorisme, lutter contre le terrorisme. Oui. Mais ce que le terrorisme met en mal dans le cadre de la cohésion sociale, il faudra trouver un moyen pour réparer ces phénomènes. Et comme j'ai dit, nous avons été à la fois attaqués par ce qu'on appelle les terroristes, mais nous avons été entre nous aussi, nous avons commencé à nous faire du mal, parce que les séparatistes là, oui. Ouais, ils se sont coalisés avec les terroristes à un certain moment. Oui. Et mais vous voyez ce qui se passe actuellement au centre. C'est souvent des problèmes communautaires. On pense que c'est des Dogons contre les Peuls, mais ça a été créé de toutes pièces. Donc dans ce cadre-là, il faut vraiment parler de cohésion sociale, il faut parler de la réparation sociale. Et c'est pour cela que ce volet est très important. Très important. Donc à partir de là, il y a non seulement sur les 5 piliers, mais chaque pilier est décliné en objectifs stratégiques. D'accord. Il y a plusieurs objectifs stratégiques pour chaque pilier. Maintenant, ce sont ces objectifs stratégiques qu'on a déclinés en plan d'action pour permettre à ce que la politique soit mise en œuvre. Mais comme la politique, comme j'ai dit, c'est multisectoriel. C'est chaque département ministériel qui prend en compte une partie des activités en tenant compte des attributions de son département ministériel. Donc, il y a 16 départements, plus la primature, ça fait 17. Mais en plus de ça, le comité de coordination et de suivi et évaluation, qui est un moyen de mise en œuvre. Parce que les moyens de mise en œuvre, il y a le comité de pilotage, qui est dirigé par, en tout cas, présidé par la primature. Mais le comité de coordination, il y a non seulement les départements ministériels, il y a les organisations de la société civile, il y a les représentants des populations et les représentants des confessions religieuses. C'est cet ensemble-là, ce mécanisme de coordination efficace qui a été mis en œuvre pour permettre à ce qu'on puisse mettre en œuvre la politique. Oui. Monsieur Diallo, est-ce qu'il y a une stratégie mère, une stratégie principale sur laquelle la politique est bâtie? Oui, c'est-à-dire que dans sa mise en œuvre, c'est-à-dire la politique, c'est carrément la réponse à la problématique qui a été posée par l'extrémisme violent, le terrorisme, la radicalisation que notre pays traverse depuis 2012. Et le processus de mise en œuvre de cette politique, c'est ce que nous appelons la stratégie. Et cette stratégie, c'est ce dont il vient de parler, qui est répartie en travers les 5 piliers dont il vient de vous parler, la prévention, parce qu'il faut prévenir. Nous, c'est vrai, nous sommes un peu dans la prévention tardive, mais la prévention précoce, on peut toujours la faire par rapport aux autres régions, aux autres localités qui n'ont pas émettre. Et toujours, on peut continuer dans la prévention et éviter que d'autres. Et il vous a parlé de la protection lorsqu'il s'agissait dans un premier temps de protéger les frontières de notre État, de protéger les structures, de protéger les populations dans leurs biens et leurs ressources. Ensuite, la poursuite qui permet à ce que ceux qui ont posé des actes puissent répondre de leurs actes, ce qui permet aussi d'éviter la répétition des mêmes actes. Quand les actes sont posés, il faut effectivement intervenir, punir si possible, au moyen pardonner. Et la réponse qui englobe l'ensemble du processus de réponse par rapport aux actes posés et aussi de coordination, par exemple, avec les autres États, d'harmonisation des textes religieux, des textes législatifs et réglementaires. Et ensuite, il a parlé de la cohésion sociale. Nous sommes une société multiséculaire. Au fil des années, au fil de l'histoire, nos populations se sont brassées fortement. Nous avons construit une véritable identité qui, du fait de ces acteurs-là, se trouve ébranlée. Ou des communautés, pendant des siècles, qui vivaient ensemble, se sont mariés, ont tissé des relations, se sont retrouvés à se regarder en chien de faïence, à s'affronter. Donc on s'était dit que c'est un tissu social qui est ébranlé. Il faut un 5e pilier qui est différent des 4 piliers traditionnels de la stratégie des Nations Unies. Un pilier proprement malien qui nous permet de reconstruire notre identité nationale qui se retrouve ébranlée. Et effectivement, voilà la cohésion sociale qui est aujourd'hui du ressort pratiquement du ministère de la Réconciliation, parce que nous travaillons, comme il l'a dit, avec 16 départements, et chaque département, dans la mise en œuvre de sa politique des attributions, le secrétariat permanent
est là pour accompagner tous les autres. Et j'en appelle d'ailleurs à tous les autres départements que nous nous donnions la main, que nous puissions les assister avec les conseils et autres. Et donc, cette stratégie, dans sa déclinaison, comme il l'a dit, on a 4 organes pour permettre à ce que la politique puisse être mise en œuvre. Oui. Parce que les meilleures politiques que vous élaborez, si la mise en œuvre n'est pas bien faite, il n'y aura ni efficacité ni efficience. Oui. C'est pourquoi il vous a parlé du comité de pilotage qui regroupe les 7 départements ministériels autour du Premier ministre pour voir quelle politique. Le comité de coordination et suivi évaluation où nous avons l'expression même de la multisectorialité ou bien du caractère multi-acteur de la mise en œuvre de la politique, comme on l'a dit, qui se veut holistique justement. Et ici, nous avons les organisations de la société civile qui viennent s'ajouter aux différents départements ministériels. Et quand on parle des organisations de la société civile, ce sont les fêtières des organisations religieuses, chrétiens, catholiques, protestants et le Haut Conseil islamique. Nous avons aussi les représentants des municipalités qui sont là. Nous avons les représentants, le Conseil supérieur, le Conseil national de la société civile, le Conseil national des jeunes qui sont là. Nous avons d'autres structures telles que le Centre national d'alerte précoce. Oui. Nous avons les ONG, par exemple, nous avons WANEP, nous avons Think Peace qui font partie du comité de coordination. Nous avons aussi les structures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Nous avons la scientifique qui fait partie du comité de coordination pour que nous puissions avoir une coordination efficace de l'ensemble des acteurs. Oui. Les organisations de la société civile sont celles qui sont au plus près de nos populations, comprennent les motivations. Donc si nous avons dans cette structure avec nous les organisations de la société civile, la mise en œuvre de la politique, de la stratégie sur le terrain nous sera plus aisée. Parce qu'il y a dans un contexte d'insécurité, il y a des zones que vous allez voir que les structures étatiques, les représentants de l'État ne peuvent pas y aller. Alors que les organisations de la société civile ont leur représentation dans le coin le plus reculé jusqu'à Antrambucan. Nous avons vu parce qu'aujourd'hui, nous sommes à la 2e génération de notre plan d'action. Parce que la mise en œuvre de la stratégie s'est fait à travers le plan d'action. Le premier plan d'action, c'était 2018-2021 et le nouveau plan d'action que nous sommes en train de dérouler aujourd'hui va de 2024 à 2028. J'allais justement vous demander à quel niveau vous êtes dans l'exécution du plan d'action. Le nouveau plan d'action vient de commencer, c'est 2024-2028. Et dans l'évaluation du premier plan d'action, malgré tous les experts que nous avons pris, nous avons été confrontés à un problème de terrain parce qu'il y a des localités que n'importe quel expert ne peut atteindre. Alors, on a pris comme expert une organisation de la société civile ajoutée aux autres experts, qui est Think Peace Sahel, qui avait des représentations dans le coin le plus reculé, qui nous a permis d'administrer les questionnaires dans le coin le plus reculé du Mali, qui a permis que notre évaluation de cette plan d'action a été une évaluation inclusive. Et aujourd'hui, ces acteurs de la société civile que nous accompagnons auprès des partenaires techniques et financiers pour les financer, nous aident et nous complètent dans la mise en œuvre de la stratégie. Et est-ce que ce sont toutes ces organisations-là qui ont contribué à mettre en place le plan d'action? Effectivement, le plan d'action, c'est l'ensemble des organisations, des représentations des fêtières. Nous avons tenu des ateliers au cours desquels, après les études sur le terrain et les évaluations sur le terrain, nous avons tenu des ateliers au cours desquels nous avons invité non seulement les représentants des différents départements ministériels, mais aussi les cellules de planification et les cellules de CPS, de statistiques et de planification de chaque secteur d'activité. Parce que pour l'élaboration de plans d'action, ces cellules-là, nous avons compris, sont importantes. Parce que le premier plan d'action, son mode d'élaboration a fait qu'on avait rencontré des difficultés. En associant les CPS des différents secteurs, nous avons eu un plus. En plus de CPS, nous avons aussi associé les organisations de la société civile, les fêtières, le Haut Conseil islamique, la conférence épiscopale, la GMPM, les représentants des autres organisations, les fêtières des femmes, des jeunes et comment on appelle, des collectivités aussi, on les a associés. Et ensuite, on a fait une retraite à Sikasso avec l'ensemble de ces acteurs-là pour demander à chaque acteur dans son domaine d'activité, de nous dire quelles sont les actions
que nous pouvons mettre en œuvre, inclure dans notre plan d'action pour le plus grand bonheur de nos populations. Et donc, on a révisé avec l'ensemble. Donc, c'est pourquoi on s'est dit que ce plan d'action, c'est vraiment inclusif. Et c'était un plan d'action multi-acteurs. Et c'est un plan d'action holistique parce que ça nous a permis. Franchement. C'est vrai, avec toutes les parties que vous avez. Et aujourd'hui, dans la mise en œuvre, tous ces acteurs sont engagés. Aujourd'hui, pour juste dire un mot, nous avons aussi perçu l'importance du réseautage. D'accord. Parce qu'en plus de cela, nous avons essayé de mettre des réseaux en place. Nous avons mis un réseau de professionnels des médias, de blogueurs et autres en place. Un réseau PEV. Et c'est dans ce cadre que nous sommes là d'ailleurs, à travers notre stratégie de communication. On a mis un réseau PEV des organisations professionnelles pour nous accompagner dans la communication. Parce que la communication en période de crise est très importante. Ça nous permet d'éviter la désinformation, les fausses informations et beaucoup d'autres choses. Pendant que d'autres médias sur le plan international, vous avez vu avec l'attaque récente qu'on a subie dans la capitale avec l'école supérieure, l'école de la gendarmerie, nos médias ont été très professionnels. Pendant que dans ce même temps, des médias dits de renommée internationale se livrent à la limite à l'apologie du terrorisme, en faisant l'éloge des actions et comment dirais-je, en vantant la sagacité de ceux qui ont mené ces actes, alors qu'il n'y a aucun éloge dans le terrorisme. Ils ont vu quand il y a eu les attaques dans un pays occidental il n'y a pas longtemps. Et c'était des médias qui étaient visés avec Charlie Hebdo. Toute la communauté internationale, ils s'étaient sentis victimes de tout le monde. Effectivement, on l'a soutenu. Mais un État s'est fait attaquer dans ses profondeurs, dans ses institutions, et au lieu de compatir, vous faites l'apologie. Et donc, c'est cela qui est important dans ces réseautages-là. Aussi, nous avons récemment aussi mis en place un réseau axé sur la jeunesse avec les pays du Sahel. C'est-à-dire, c'est un réseau Sahel de lutte contre l'extrémisme violent axé sur la jeunesse. Parce que je vous ai dit que les jeunes sont les cibles, avec les femmes aujourd'hui qui sont dans l'intelligence, dans le transport de fonds et autres. Donc, il faut mettre toutes les stratégies de notre côté pour pouvoir lutter. Donc, on a mis ce réseau avec des groupes thématiques et c'est très important. On a d'autres réseaux qu'on est en train de parce qu'il faut faire... Ça nous permet de travailler en intelligence. D'accord. Voilà. Monsieur Tera, ce travail que vous faites là-bas au secrétariat permanent, ce noble travail, si je peux me permettre de le dire, il est suivi et évalué dans le temps. Oui. Tout à fait. Et quels sont vos modes de financement? Est-ce que... c'est sur fonds propres? Avant d'en venir au mode de financement, je voulais juste compléter votre question là. Vous avez posé la question de savoir sur quoi c'est bâti. Il a répondu. Mais de façon très brève. D'accord. La stratégie, je veux dire, la politique nationale de prévention et de lutte contre les crimes violents et le terrorisme au Mali est bâtie sur la stratégie onusienne de prévention et de lutte contre les crimes violents et le terrorisme. Ce sont les 4 piliers dont on a cité. La prévention, pilier protection, réponse, poursuite. Et maintenant, la cohésion sociale est le seul pilier que le Mali a ajouté. D'accord. Et ils appellent la stratégie, nous appelons politique. Voilà. Dans les autres pays même, ils appellent toujours stratégie de prévention et de lutte contre les crimes violents et le terrorisme. D'accord. Maintenant, le mécanisme de coordination et de suivi et évaluation, qui fait partie des moyens de mise en œuvre. Parce que les moyens de mise en œuvre, il faut d'abord l'organisation pour permettre que ça fonctionne. Il faut mettre en place un mécanisme de prévention et de coordination, mais aussi il y a les moyens financiers et les moyens matériels, les moyens, si tu veux, toutes les ressources, tout ce qui s'ensuit. Le comité de coordination de suivi et évaluation, son rôle, c'est de faire la coordination de tous ceux qui sont impliqués dans cette politique de prévention, la stratégie de prévention et de lutte contre les crimes violents et le terrorisme. C'est ça le rôle du secrétariat permanent. À la fois, le secrétaire permanent va travailler avec le comité de pilotage et avec le comité de coordination de suivi et évaluation qui est présidé cette fois-ci par le ministre des Affaires religieuses et des cultes. Et c'est lui, notre ministre, nous sommes sous sa tutelle, nous travaillons sous son autorité. Et qu'est-ce que nous faisons? En tant qu'organe de coordination et de prévention, nous faisons en sorte que tous ceux qui sont impliqués, nous puissions avoir des rencontres périodiques. Et le texte de création du comité de coordination de suivi et évaluation prévoit une réunion, une rencontre par mois. Donc régulièrement, on se voit. Pour assurer le caractère très inclusif, il faut que les structures mises en place
puisse fonctionner. Et pour que ça fonctionne, il faut que ces structures-là puissent provoquer les réunions nécessaires, les rencontres nécessaires pour assurer la bonne coordination. Et c'est ce que nous faisons. Donc, chaque année, cette année, on a déjà fait quelques réunions pour le comité de coordination de suivi évaluation et nous sommes en train de préparer une réunion pour le mois de décembre. Pour d'abord faire évaluer le plan d'action 24, la tranche annuelle de 2024, en mi-parcours, et ensuite faire le PTBA pour l'année 2025. Nous avons commencé déjà à le préparer, la planification pour 2025, la tranche annuelle 2025. Nous avons commencé à le préparer, on va le finir au mois de décembre. Il faut que tout le monde travaille ensemble pour assurer l'inclusivité. Et il faut que nous soyons capables de faire tourner tout le monde ensemble. Et c'est pour cela que nous passons maintenant pour donner ces informations, parce que l'immense majorité des Maliens ne connaissent pas ce que c'est que le secrétariat permanent de prévention de lutte contre les crimes violents et le terrorisme. Certains même pensent que nous sommes une structure qui va assurer le financement. Or, le financement est assuré en grande partie par le Mali et par les partenaires. N'est-ce pas? Les partenaires. Mais en grande partie pour des questions de souveraineté comme ça, parce que nous luttons pour assurer la souveraineté de notre pays, pour qu'on ne nous arrache pas notre pays. Donc, c'est nous qui mettons les plus gros moyens et les partenaires viennent, ils interviennent pour nous aider. Actuellement, chez nous, notre principal partenaire, c'est le PNUD. Voilà, à un moment c'était le PNUD, mais il y a aussi d'autres organisations qui interviennent pour nous appuyer. Mais pour ce qui concerne le fonctionnement du comité de coordination des suivi évaluation, c'est vraiment pris en charge en grande partie par le budget de l'État. Le budget de l'État. Mais en tout cas, le caractère inclusif est un caractère qui nous est très cher. Comme il l'a dit, pour pouvoir élaborer le plan d'action, il fallait mettre tout le monde là-dedans. Et ce n'est pas que le secrétariat permanent intervient pour faire fonctionner chaque département en ce qui concerne la politique. Non, chacun a une partie des activités à mener et comme nous, c'est dans cette complémentarité que nous parvenons à obtenir des résultats. Oui. D'accord. Merci beaucoup. On nous signale que le temps qui nous est imparti est presque terminé. Monsieur Tira, peut-être un dernier mot, à l'endroit de ceux, par exemple, qui ignorent la politique nationale de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Un mot peut-être. C'était pour encourager tous ceux qui sont impliqués dans cette prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Le premier répondant, c'est le secrétariat permanent. Nous sommes logés, comme vous savez, au ministère des Affaires religieuses et des cultes. Notre bureau se trouve à Sotiba. Mais pour permettre en tout cas de donner une lisibilité de façon globale pour toutes les activités concernant la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, ils passent par nous et parce que nous produisons un rapport annuel dans lequel en tout cas nous essayons de mettre ensemble tout ce qui est fait dans l'année dans le cadre de la prévention et de la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. C'est pour cela d'ailleurs que le secrétariat permanent a été créé. Monsieur Diallo, un travail difficile mais noble. Vraiment, un travail noble, un travail de tous les fils et de toutes les filles de cette nation. Ce que je vais dire ici à la suite de Daniel, comme vous l'avez posé comme question, franchement, le financement de notre politique vient de l'État, le budget de l'État et le budget de nos partenaires. Et aujourd'hui, le déroulement de la stratégie de communication, notre stratégie, le partenaire principal qui nous a aidé à élaborer cela, c'est le PNUD. Et donc, c'est l'occasion même de remercier le programme des Nations Unies pour l'opportunité et le financement qu'il nous donne pour que cette communication puisse se faire. Et ce passage aussi à votre niveau. Et en dernier mot, ce que je vais dire, c'est que ça fait depuis 2012 que notre nation, notre pays est dans cette situation. N'importe quel autre pays dans cette situation aurait coulé. Nous avons vu cela. Et cela est du fait des enfants même de ces pays qui ont amené avec eux des gens venus d'ailleurs dans leur bagage. Et pour vaincre ce phénomène, il faut que l'ensemble de nos citoyens, de nos concitoyens, on se mette ensemble. Qu'on se dise qu'on n'a qu'une seule nation, eux c'est le Mali. Et je salue d'ailleurs l'appel que le général de corps d'armée Sadio Gassama a fait à son temps pour demander à ses frères-là
de déposer les armes et de revenir. Sinon, ils vont mourir. Ils en ont déjà vu les conséquences. Et on a besoin de tous les fils du pays pour construire ce pays. Nous demandons à toutes les structures, que ce soit les structures étatiques, les organisations de la société civile et même ceux qui sont engagés à revenir à de meilleurs sentiments. Qu'on se donne la main, qu'on essaie de sortir de cette situation pour bâtir notre nation. Les autres pays sont partis très loin et nous ne sommes pas en reste. Nous pouvons faire mieux. Et donc nous demandons aussi, je sais que l'accompagnement de notre autorité ne fait pas défaut. En cela, je remercie notre ministre qui, depuis son arrivée, Mamadou Koné, a fourni un effort, Dr Koné, un effort extraordinaire pour nous permettre d'avancer. Et l'ensemble du gouvernement et l'ensemble des structures qui sont avec nous et nos plus hautes autorités. Qu'on se donne la même. Et je remercie aussi vous, les acteurs des médias. Et je vous invite encore à vous approprier de notre politique nationale pour la véhiculer partout où besoin en est, afin que nous puissions comprendre le phénomène. Parce que je vous assure que le mode opératoire de ces groupes extrémistes, violents et terroristes est très pernicieux. Et c'est avec ça qu'ils essaient de démystifier et avoir l'État et avoir les populations avec eux. Mais c'est une voie sans issue. Vous connaissez les voies sans issue, non? C'est ce qu'on appelle un culte. Comment culte? J'ai oublié le terme. Donc vous rentrez, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de possibilité. Donc il faut revenir en arrière. Et pour qu'on puisse bâtir notre nation. C'est ce que je veux dire. Merci beaucoup. Et donc on est ensemble. Merci. Merci bien. Même madame, ce que j'allais dire, vous voyez votre image en face de moi là. Oui. Ça me dit beaucoup de choses. C'est un filet, n'est-ce pas? Oui, oui. Pour prendre les poissons, un filet, c'est beaucoup de fils attachés. Oui. Voilà. S'ils ne sont pas en réseau, comme les Blancs disent le net et les Anglais disent network, c'est un réseau qui va nous permettre d'aboutir à un résultat. Et oui. Pas individuellement, dans l'inclusivité. C'est cela. Vraiment, soit un filet pour pouvoir prendre des poissons. Et c'est comme ça que nous allons sortir de cette situation. Que chacun joue son rôle, sa partition. Merci beaucoup. Que chacun joue son rôle, sa partition pour aider notre nation à sortir de cette crise. Merci beaucoup à Monsieur Djoubeyru Oumar Diallo et à vous également, Monsieur Daniel, tous du secrétariat permanent de coordination de suivi et évaluation de la politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme au Mali. Et c'est pour mieux comprendre cette politique que nous étions ici. Merci à tous de l'avoir suivi et à très très bientôt pour une nouvelle édition. Bonsoir.